pense qu'une personne non binaire a droit d'être à l'écoute, avoir cette écoute-là, avoir ce côté de non-jugement, ce côté vraiment sauf pour vraiment se sentir en sécurité, et ce côté où se sentir libre et dans son identité. Je pense juste dire le pronom qui s'est choisi ou que elle s'est choisi ou que il s'est choisi, c'est très important. Avoir l'écoute, ne pas en vouloir quand on ne prend pas des rendez-vous, ne pas en vouloir si les émotions sont trop fortes, ne pas en vouloir, juste écouter. Je pense que c'est ça que a besoin d'une personne non binaire et transgenre, c'est vraiment qu'on écoute. C'est qu'on soit à l'écoute, qu'on écoute ses envies, qu'on écoute ce qu'elle a besoin de ressentir, ce qu'elle a besoin de d'être. Juste écouter ses pronoms, juste écouter ses pronoms, avoir un endroit où on dit ses pronoms, son prénom, expliquer qu'elle n'est pas juste un genre, expliquer qu'il y a d'autres choses dans sa vie qu'il peut faire. Très important. Et ce qui est aussi très important, c'est, je pense, ce côté où avoir un endroit tranquille où tu rencontres d'autres personnes, avoir ce côté social, tu rencontres d'autres personnes de l'expérience, ça peut vachement aussi aider la personne à se sentir mieux, psychologiquement, mentalement, tout simplement à se sentir mieux. C'est ça qu'a besoin une personne transgenre ou non-binaire, c'est vraiment l'écoute. L'écoute, ce côté où on comprend, on essaie d'être compréhensif, ce côté où on n'essaie pas de juger, et on essaie tout simplement de rendre ce qui est parole véridique. Je pense que c'est ça aussi qu'a besoin d'une personne non-binaire et transgenre. Ce qu'a besoin d'une personne transgenre et non-binaire, c'est ce côté véridique d'écouter. Et il faut aussi écouter les pronoms, et je pense aussi qu'avoir un endroit où administrativement il n'y a pas de genre, pour quelqu'un qui est non-binaire, ça peut vachement aider. À un endroit où il n'y a pas de genre, à un endroit où ce n'est pas genré. Ça peut vachement aider à décompresser et à tout simplement pas décompresser. Un endroit sans genre qui peut aider à tout simplement éviter l'inclusion, tout ça, ça peut vachement aider. Ou par exemple les classes qui n'ont pas simplement pas d'éducation pour exemple pas de genre, pour tout simplement éviter les toilettes qui peuvent être neutres, les vestiaires aussi. Tout ça, ça peut vachement aider. Avoir un endroit où on considère la personne. Parce que une personne trans, non binaire, est considérée de la même manière. C'est juste qu'on a juste différent entre les deux. C'est différent. Certains non-binaires se considèrent comme queer, d'autres personnes comme trans, personne non, ni un ni l'autre. Et il y a ce côté de considération de chacun. Il faut tout simplement visibiliser en décidant d'écouter, en écoutant, en essayant de montrer les phases de la vérité. Et je pense que voir le côté social, le côté familial, le côté du quotidien, de la routine, de la passion de la personne en dehors de son genre, fait que ça visibilise complètement la société, qui visibilise complètement être non-binaire et qui visibilise complètement le fait d'être non-binaire et d'être transgenre. Et ce qui peut vachement aider aussi, je pense, c'est le fait tout simplement de décider et de valoriser aussi une personne, le fait qu'elle se sent bien dans son entité. Je pense aussi que ce côté-là où de la question du genre est très important. Je pense qu'il faut prendre en compte tous les âges, tous les profils qui sont imaginables, toutes les souffrances qu'il peut vivre à côté du genre pour les travailler, pour les faire du bien. Il y a beaucoup d'études, beaucoup d'effets scientifiques qui prouvent que les gens qui s'épanouissent ont beaucoup plus de gens que ceux qui sont vraiment dans la souffrance, qui ne s'épanouissent pas assez dans leur genre, qui peut créer beaucoup plus de problèmes mentaux et psychologiques, et que l'épanouissement du genre peut vraiment faire beaucoup de choses et beaucoup de bien. Que aussi le fait d'avoir, il est prouvé aussi beaucoup scientifiquement que les pays où ils ont mis l'adoption de l'identité de genre neutre a beaucoup plus d'épanouissance au niveau. Il paraît qu'il y a il y a des études qui prouvent que scientifiquement, une étude canadienne qui prouve que scientifiquement, les pays qui ont adopté l'identité neutre, autant que transgenre et non binaire, que la majorité c'est des non-binaires et des transgenres qui prennent la identité neutre, comme enlever le genre ou faire l'éducation neutrée, comme certains pays le font. Il est prouvé que ces pays-là sont beaucoup plus épanouis, que le fait qu'il y a une quantité neutre, qu'il n'y a pas de genre pour les personnes transgenres ou comme personnes non-binaires, peut vachement aider. Parce que tout simplement, ça peut vachement aider aussi, ça peut vachement aider. Et que les personnes des pays où ils n'ont pas le plus, peut créer des problèmes.
ce côté où pénalement tu n'es pas considéré comme non-binaire, pénalement. Tu as ce côté où tu peux faire tous tes sociaux, socialement, tu peux faire les aides au niveau médical, tout ça. Mais t'es pas considéré pénalement. Donc pénalement, tu es considéré pour une chose sur les prénoms ou les pronoms que tu peux avoir, en changement de prénom. Mais pénalement, si tu es quelque chose, tu ne peux rien faire pour le changement de prénom. Et aussi, c'est au niveau aussi social. Euh, Transgenre aussi, le problème, c'est que visibilité n'est pas pareil. Et je pense qu'il manque de visibilité. Le manque de visibilité fait qu'il y a un manque de connaissances qui peut faire des questions indiscrètes, des questions sur la sexualité, des questions sur les pratiques sexuelles qui sont complètement différentes parce que c'est que ces genres est différent. Et aussi le manque d'éducation. Et je pense aussi que l'accessibilité n'est pas forcément la bonne chose. Et c'est bien des fois d'expliquer et de comprendre qu'il y a des situations où on peut expliquer, mais chacun a son vécu, chacun a sa manière de vivre les choses. Après, c'est mieux d'expliquer plutôt que attaquer la personne. C'est mieux d'essayer d'expliquer à la personne ce que c'est. Et il y a ce côté où tu peux t'agacer le fait d'expliquer tout le temps. Et tu fais que tu es stigmatisé par ça. Et je pense que on ne se rend pas compte de la stigmatisation du genre, comment ça peut être souffrant. Comme par exemple prendre des médicaments, le refus de prendre de traitement, le refus de soigner, le refus d'avoir un emploi, le refus d'avoir un logement, le refus de tout ça. Et je pense aussi que tout ça, ça peut être vraiment un refus psychologique et mental qui peut arriver. Et il y a peu avoir un refus de tout ça. Il y a peu avoir un refus. Il y a peu avoir un refus des médecins comme du côté social des gens. Et à ce côté des personnes-là aussi qui n'ont pas de chance, qui n'ont de refus de leur famille, qui sont en danger et qui sont obligés de se protéger, qui ne peuvent pas monter quelqu'un, qui ne peut pas faire une vie normale parce qu'ils ont des problèmes. Aussi ce cas-là. Et il y a aussi le cas de d'autres problèmes. Beaucoup de personnes, il pourrait que les coups de suicide et les taux d'harcèlement et de violences sexuelles sont plus courants chez les transgenres et les non-binaires et les personnes des communautés LGBT+. Le taux de ce genre de cas est beaucoup plus élevé. C'est aussi que le taux aussi, plus on se bat contre baisser les taux comme ça, plus on réussit à baisser tout simplement les problèmes sur ça. Et je pense qu'il y a énormément aussi d'harcèlement ou d'escolarisation parce que en termes aussi, il y a beaucoup aussi de taux, le taux. C'est beaucoup de cas aussi de taux aussi de personnes qui arrêtent leur traitement, ou qui n'ont pas la possibilité, et beaucoup de non-binaires ne réussissent pas à faire un traitement ou qui ne réussissent pas à avoir un suivi médical à cause, simplement du manque de connaissances des médecins. Et beaucoup de non-binaires vivent ça. Et c'est une réalité, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, qu'il y a beaucoup de non-binaires. Il y a des études canadiennes, il y a beaucoup d'études canadiennes, beaucoup d'études du gouvernement sur la non-binarité. Donc la non-binarité, il y a beaucoup d'études canadiennes du gouvernement canadien et beaucoup d'études en parallèle sur la non-binarité, des études médicales qui prouvent que beaucoup de non-binaires, là, il y a beaucoup de non-binaires qui prennent des traitements hormonal et que le traitement hormonal non-binaire est très très courant. Et il y a beaucoup aussi de témoignages aussi. Au Québec, il y a des témoignages qui s'appellent Hugo Québec, c'est un témoignage de Québec, et qui prouve tout simplement que les pays qui ont adopté le carton neutre, qui ont adopté les pronoms inclusifs dans leur loi pénale, ont beaucoup plus d'épanouissement et le taux de maltraitance, c'est que beaucoup les personnes qui utilisent le taux inclusif et le vêtement inclusif ont eu beaucoup plus d'épanouissement physique, d'épanouissement social et ont eu beaucoup moins de taux de suicide. Et pour les personnes transgenres, il y a beaucoup plus des pays qui ont beaucoup plus adopté des aides et des aides sociaux, des aides de personnes, des aides au niveau administratif, des aides beaucoup, et prouvé qu'il y a plus il y a d'épanouissement, plus le taux de suicide baisse. Là, en plus d'épanouissement, c'est que le fait d'épanouir. Et que le taux des transitions est très très haut chez les non-binaires parce que c'est un manque de connaissances médicales et parce que la majorité du temps, les taux de détransition sont liés aux pressions sociales, à la pression sociale et la pression familiale et le taux des transitions. Le taux des transitions est très souvent oublié. Mais ils disent que le taux de transition chez les trans sont beaucoup plus basses que chez les non-binaires.
les taux de détransition chez les non-binaires est beaucoup plus courante à cause du manque de connaissance. Et en réalité, des non-binaires qui ont fait une détransition déclarent que c'est à cause des modes de connaissance médicale, du mode de connaissance des médecins, de problèmes de dosage, aussi du problème de dosage, du surdosage, à cause aussi des médecins qui ne connaissent pas, de la société qui ne connaissent pas, donc ils détransitionnent parce que c'est plus facile. Et le taux de détransition chez les non-binaires, c'est très haute. Et le taux de suicide chez les non-binaires est très haute, comme chez les trans, parce qu'il y a beaucoup de refus, il y a aussi beaucoup de choses. Comme par exemple le refus de traitement, les postes qui sont refusés, parce qu'ils sont non-binaires ou trans. Et c'est un métier qui sont refusés pour les trans. C'est très compliqué. Et aussi le taux de scolarisation parce que ça peut créer des problèmes. C'est pour ça que c'est important aussi d'aller dans une situation, de vous aider grâce à une situation, grâce à une situation, à vous aider à vous parler à des personnes qui peuvent vous aider à parler avec vos écoles, à parler à vos professeurs de vos travail, à expliquer ce que c'est la non-binarité ou la transidentité pour simplement vous aider. Au Canada, il y a des formations, il y a des associations de formation canadiennes sur la non-binarité. Il y a des formations tout simplement des formations sur la non-binarité et sur les documents. Dans ces formations, on explique comment se exprimer les personnes non-binaires, comment expliquer les personnes non-binaires la non-binarité, comment expliquer tout simplement les noms et les pronoms qu'il faut utiliser, comment s'aborder une non-binaire, quelles questions il ne faut pas poser à une personne non-binaire ou une personne genre neutre, comment expliquer à une trans non-binaire, comment expliquer ça, et comment expliquer le traitement à quelqu'un. Et le taux de liste, au Canada, il y a un taux de liste de médicaments. Il y a un taux de liste de médicaments pour les personnes non-binaires et transgenres. Il y a des services psychologiques et mentaux pour les non-binaires et les transgenres. Il y a des groupes par Skype. Il y a des médecins qu'on peut voir par Skype ou par SMS. On peut tout simplement appeler des personnes pour des problèmes. On peut tout simplement avoir des groupes de parole, des groupes spécialisés pour ça. Des groupes aussi d'immigration qui peut t'aider en tant qu'immigrant canadien. Si tu fais une transition à l'immigration, tu peux t'aider au Canada. Il y a des groupes qui peuvent aider tout ce qui est psychologie mentale, tout simplement. Il y a des groupes et des associations qui peuvent aider. Il y a des manuels aussi qui expliquent comment comporter avec les non-binaires et comment expliquer la non-binarité et la transidentité. Et ce manuel-là est considéré tout simplement pour aider les personnes non-binaires et transgenres, pour expliquer mieux aux médecins. Vous pouvez chercher simplement en barre d'infos tout ça. Il y a aussi des études, tout ça j'ai vu ça dans des documents, dans des groupes aussi où j'étais. Je ne citerai pas les groupes parce que c'est privé. Il y a aussi beaucoup aussi d'aide psychologique et mentale par les médecins. Aussi, il y a beaucoup d'études de pays d'inclusion. Par exemple, les pays qui ont fait le droit de passeport inclusif et neutre, il y a le Canada, il y a l'Angleterre, le Canada et l'Angleterre, qui était très courant, le Canada. Aux États-Unis, il y a les États-Unis, le Canada et l'Angleterre. Et la Thaïlande et l'Inde. Et il prouvait que le taux d'épanouissement dans ces pays-là sont très importants. Le taux de suicide a beaucoup plus baissé, et tout suicide a baissé beaucoup. Ça a beaucoup baissé et aussi les termes. Je pense aussi que la communauté trans manque beaucoup de côté social, de commentaires sociaux, de commentaires qui parlent comme le documentaire d'Océan, passons Océan, qui parlent de simplement la société, qui parlent du côté haute transition, pas toujours de l'aspect du corps, parce qu'il y a des trans qui font pas forcément du corps, des non-binaires qui font pas forcément d'opérations physiques, d'opérations chirurgicales ou de personnes trans ou non-binaires ou de genre neutre, qui n'ont pas de genre. C'est très important simplement d'expliquer ce que c'est la non-binarité, clarifier, comprendre, expliquer et essayer de simplement comprendre les difficultés qu'on peut avoir au quotidien, comment ça peut être difficile au niveau du quotidien, au niveau scolaire aussi, du fait que au niveau scolaire, il faut mettre une statue et ce côté-là où les journalistes veulent voir ce que eux veulent. Ils veulent pas voir ce que eux nous voudraient, ils voudraient tout voir le cliché de la société en général.
pas journaliste en général. Aussi ce côté-là où le côté psychiatrique qui peut être un problème, ce côté aussi où les médecins peuvent abuser de leur pouvoir ou poser des questions qui ne sont pas cohérentes pour la personne. Ce côté où aussi scolaire où l'autorité scolaire t'a mis à t'habiller, t'a mis à te comporter, le côté expérience de genre peut être un problème pour les autres et pour au niveau scolaire. On ne peut pas faire tout. Des fois, c'est pas un miracle, mais juste parler au médecin, expliquer au médecin, des fois, venir à quelqu'un, un intervenant qui peut vous expliquer, qui peut aider tes médecins, ça peut vachement aider aussi. Et je pensais que tout ce qui est papier administratif, tout ce qui est sociaux aussi, ça peut vachement aider à l'action sociale à côté de toi pour t'aider. Après, ça peut arriver aussi d'avoir des refus. Après, n'importe quel âge, tu peux avoir des aides. 25 ans, 27 ans, 28 ans, tu peux avoir des aides. Qu'est-ce que je traverse en tant que non-binaire au quotidien? Moi, ce que je traverse au quotidien en tant que non-binaire, euh, je pense que le côté du quotidien, si on parle du quotidien que je vis au quotidien, je dirais c'est ce côté médical. Ce côté où médicalement, les médecins ne savent jamais à quel pied danser. Le côté où les médecins ne savent pas ce que c'est, à quel pied danser avec moi, avec le traitement, avec la connaissance du traitement, avec les médecins. Et beaucoup des médecins que j'ai connus ne connaissaient pas le microdosage, ne connaissaient pas les faibles dosages de testostérone. Et les faibles dosages de testostérone, ce qui est différent des faibles dosages de testostérone, c'est que ça fait les mêmes effets. Et ce qui est entre le microdosage et les faibles dosages, c'est que les microdosages, c'est vraiment des petites doses et les faibles dosages, c'est vraiment des différentes doses de testostérone. Le faible dosage de testostérone est une faible dosage de testostérone à petite dose. Et en tant que personne non binaire, les faibles dosages, je les ai très, pas bien mal vécu. Mais au quotidien, ce que j'ai pour ça, je dirais que c'est tout ce qui est prise de sang. Prise de sang, tout ce qui est rendez-vous médical, c'est souvent pas vraiment un problème. C'est pas vraiment un problème. Mais c'est au niveau social, au niveau pénal, au niveau pénal. Je dirais que très souvent, au quotidien, le problème que je peux avoir au niveau médical, vu que je vais très souvent chez les médecins, très souvent couramment chez les médecins pour mon suivi, c'est qu'il n'y a pas de protocole médical. Il n'y a pas de protocole médical. J'ai pas de protocole médical. Je n'ai pas de protocole médical. Je n'ai pas de certitude de mon traitement. Je ne suis pas sûre de ce qui peut m'arriver. Je ne peux pas savoir ce qui peut m'arriver dans 5 ans, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas si je peux être fertile ou pas. Je ne sais pas quels sont les changements que je peux avoir. Les médecins ne savent pas. Ils ne savent pas les différents injections ou flacons que je peux avoir. Les médecins ne savent pas quels sont les effets en 1 an, 2 ans de ce traitement hormonal. Ils ne savent pas quel suivi psychologique il faut avoir spécifiquement pour les patients binaires. Ils ne savent pas le côté des pronoms neutres et d'inclusivité, ils ne le savent pas. Quels pronoms il faut utiliser, comment il faut aborder avec moi, comment il faut parler avec moi. Ils ne savent pas ça. Et au niveau administratif, ils ne savent pas que dans les papiers, il faut mettre les pronoms neutres. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que dans les papiers, il faut pas mettre madame ni monsieur. Dans les papiers administratifs, il faut pas le mettre. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas tout ça. Et je pense au niveau traitement hormonal, ils ne savent pas du tout comment il faut aborder les choses, comment il faut me traiter, comment il faut aborder les choses et les affaires qu'il faut. Très souvent, il y a ce côté où les médecins sont très souvent ou mais ils comprennent pas ou ils ne savent pas.
Il y a ce côté où ils comprennent, où ils ne comprennent pas à la fois. Il y a ce côté où tu dois expliquer, où tu n'expliques pas. Il y a ce côté stigmatisant où ça m'est arrivé qu'on me refuse de prendre un traitement hormonal, qu'on me refuse. Euh, et je pense aussi que c'est une certaine stigmatisation aussi. Il y a ce côté-là où il y a ce côté-là aussi dans la transition où pénalement les médecins, s'il m'arrive quelque chose, je n'ai rien en fait. Pénalement, dans la loi suisse, il y a les personnes non binaires juste pour les changer de prénom et le pronom. Pour les traitements hormonaux, il n'y a rien. Pénalement, si jamais il m'arrive quelque chose, je suis considérée comme si jamais il m'arrive quelque chose ou que j'ai une maladie ou que je suis malade, que une maladie normale, classique, euh, j'aurais pas de preuves, j'aurais pas j'aurais pas de côté pénal. Pénalement, je ne peux rien faire. Pénalement. Pénalement, je ne peux rien faire pénalement. Pénalement, au niveau de la loi, je n'ai rien, en fait. Je n'ai rien qui montre. Mais socialement, j'ai des preuves socialement que je suis bien non binaire. Comme le monsieur que j'ai mis, mon prénom qui est marqué partout, dans les papiers administratifs, tout est marqué partout. Mais pénalement, pénalement, je n'ai rien. Ce qui fait que finalement, oui, j'ai mon nouveau prénom. Oui, j'ai mon nouveau prénom. Oui, je change de prénom. Mais si jamais, socialement, je ne suis pas considérée. Donc finalement, socialement, ça peut poser des soucis, socialement. Comme par exemple, aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital et dans un service hospitalier pour tout ce qui est opération, chirurgie. Euh, tout ce quand je vais à l'hôpital, pour aller à l'hôpital. Ce qui est très compliqué, c'est qu'on va me mettre dans la catégorie femme. Moi, je suis non-binaire. Ce qui est assez compliqué. C'est finalement une catégorie qui ne me ressemble pas, qui n'est pas moi. Ou, par exemple, je fais un nom tout bête. Euh, par exemple, pour la fertilité, on va mettre, vu que je suis biologiquement une femme, on va mettre chez les femmes. Biologiquement, au niveau des taux, par exemple, au niveau du sport, je peux pas me situer. Comme quand je fais du sport, je peux pas me situer entre femme ou homme. Parce que j'ai une biologie d'homme, mais j'ai aussi toujours une biologie de femme. Donc, on peut pas me situer en tant que femme ou homme, biologiquement. Donc, biologiquement, on peut me situer entre femme et homme. Parce que mon biologie est, en termes biologiques, je suis toujours biologiquement une femme, mais en même temps, j'ai la biologie d'une homme. Physiquement, biologiquement. Et biologiquement, vu que je suis toujours une femme et un homme biologiquement, parce que les personnes trans, quand elles prennent des hormones, ils ont ce côté testostérone où ils gomment leur testostérone. Moi, j'ai pas gommé ma testostérone. J'ai toujours l'oestrogène que j'ai. J'ai toujours l'oestrogène, toujours la partie reproducteur. Ce qui est différent. Du coup, j'ai la partie où mon corps est toujours avec un peu biologique. Ce qui fait que, finalement, j'ai ce côté d'entre-deux, biologique. C'est-à-dire qu'on peut pas me mettre en sport dans la catégorie femme, on peut pas dans la catégorie homme. Parce que je suis les deux, biologiquement. Donc, biologiquement, on peut regarder mon taux hormonal. J'ai un taux hormonal d'un homme et j'ai un taux hormonal d'une femme, biologiquement. Biologiquement, j'ai le taux d'un homme et d'une femme, biologiquement. Ce qui fait que finalement, j'ai un taux biologique d'une femme comme d'un homme.
C'est que biologiquement, je suis un homme comme une femme, biologiquement. Et vu que biologiquement, j'ai les biologies d'un homme comme les biologies d'une femme, biologiquement, je peux devenir biologiquement une femme comme un homme, parce que j'ai toujours la biologie d'une femme. Tout simplement, on peut mettre des catégories. Est-ce qu'on peut mettre dans la catégorie femme ou homme? On peut pas dans ces catégories-là. On peut mettre dans une catégorie femme ou homme. Et aussi, au niveau médical, c'est ce côté-là. C'est ce côté, on peut mettre des catégories femme. Du coup, on est obligé de souvent mettre dans la catégorie biologie femme, parce que on se base sur ma biologie, on se base sur moi-même que j'ai dessus. Et c'est ça le problème. C'est ce côté, on me base sur ma biologie. Et pas sur ce que je suis. Ce qui est complètement différent de moi. Je suis une femme. Je suis une personne non binaire. Je ne suis pas une femme, je ne suis pas un homme. Je suis une personne, une humaine. C'est comme si tu n'aimais pas des légumes, tu dis j'aime pas les légumes, mais j'aime pas les épinards et toi tu peux pas. Et c'est un peu ça. C'est j'aime pas les non-binaires, mais voilà. C'est ça. Ou je veux pas te traiter, mais t'es non-binaire. Et c'est ça qui est difficile. C'est ce côté de tolérance. Ce côté où tu es stigmatisé. Ce côté où on peut pas aller dans une case biologique comme sociale. Donc, on est obligé de mettre dans ton sexe biologique parce que légalement, pénalement, t'es obligé d'être dans ton sexe biologique. Donc, finalement, je peux en souffrir. Physiquement, psychologiquement. Parce que finalement, ça devient très lourd psychologiquement. Et je pense que beaucoup de personnes non binaires qui sont dans un pays où il n'y a pas ce recul sur ça, vivent la non-binarité comme une certaine souffrance psychologique, mentale et psychologique. Parce que finalement, t'as ce côté où tu n'es pas reconnu. Mais t'es obligé de faire tout bricolage. T'es obligé de bricoler pour avoir ce que tu veux. Tu dois bricoler pour avoir ce que tu veux. Tu dois faire du bricolage pour avoir ce que tu veux. Tu dois demander. Tu dois carrément t'imposer pour avoir ce que tu veux dans un papier. Et je me souviens un jour, un souvenir que j'avais, c'est que pour une fois, j'ai eu un petit miracle un jour. J'avais un papier qui était un papier médical et j'avais mis une note dessus. Et la personne a appuyé que c'est une neutre. C'était le petit miracle que j'avais à l'époque. Et pour moi, c'est un miracle. Parce que pour moi, euh, c'est pas simple. Ce qui est compliqué, c'est au niveau traitement hormonal. Parce que c'est ce côté-là où le temps régule l'hormone. Chez faible dosage, ce n'est pas pareil. Ça prend du temps. Ça prend la patience. Et je pense aussi que c'est assez compliqué. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que je pense que c'est ce côté-là où on ne sait jamais donc qui est pédancé. On ne sait jamais ce que tu peux ressentir. Ou ce côté où hormonalement, on peut jamais doser. Hormonalement, tu es non-binaire. Et c'est ça ce côté-là, où on peut pas forcément comprendre. Tu es non-binaire, mais tu n'es pas opéré, tu n'as pas de chirurgie. Donc tu dois forcément te faire opérer, tu vas faire des chirurgies physiques, psychologiques et mentales. On a fait des chirurgies. Quand tu fais pas de chirurgie, c'est compliqué que les gens faire comprendre dans leur tête que tu fais pas de chirurgie. Ou même quand tu fais une chirurgie qui est non binaire, les gens ne veulent pas forcément comprendre. Et je pense que c'est très, très pas simple. Psychologiquement, mentalement, au niveau médical. Je dirais que c'est le mieux
pas social, mais au niveau médical que c'est compliqué. Les médecins ne savent jamais comment te comporter avec toi, ne savent jamais quel pronom il faut utiliser, ne savent jamais comment il faut être avec toi, ne savent jamais comment il doit être avec toi, ne savent pas comment se comporter, ne savent pas comment être avec toi, ne savent pas comment faire, ne savent pas être ton comportement. Et je pense que c'est ça aussi qui est compliqué. Et c'est ça aussi qui est compliqué dans mon quotidien, c'est le fait que c'est ce côté-là où, médicalement, on peut pas forcément médicalement, c'est quand tu prends un rendez-vous et que tu dois prendre un rendez-vous et que tu es considéré comme personne non binaire. C'est ça qui est compliqué. Quand t'es une personne non binaire, c'est compliqué de dire je suis non binaire, je dois faire ça et ça. Tu as un rendez-vous, tu te dis voilà, est-ce que le médecin va comprendre que je suis non binaire? Est-ce qu'il va comprendre que je suis non binaire? Est-ce qu'il va comprendre ce que c'est non mérité? Est-ce qu'il sait ce que c'est non mérité? Donc comment on va t'expliquer ce que c'est non binaire ou pas? C'est ça qui fait que ce n'est pas simple. Est-ce que le médecin va comprendre? Est-ce que le médecin va comprendre ce que c'est d'être hormoné? En fait, ce que c'est que tu prends la testostérone à petite dose, tu vois. Est-ce que le médecin va comprendre ce que c'est? Et le médecin va pas comprendre. Et il va pas te le dire forcément. Du coup, il va te faire tourner en rond parce qu'il ne comprend pas. Moi, il y a un médecin qui m'a refusé de me suivre parce que je suis non binaire. Et ce côté-là où le médecin va dire je veux pas te suivre, je veux plus te suivre, je veux plus te suivre parce que c'est non binaire. Et c'est ça, je pense que c'est très compliqué, pas simple, pas facile à être et à ressentir. Parce que finalement, tu te dis, je comprends. Je comprends que tu n'es pas avec moi. Voilà. Ce côté où les médecins sont pas d'accord avec toi. Parce que chacun a son petit avis sur la non-binarité de manière différente. Ce côté où les médecins sont pas d'accord avec moi parce que je suis un avis. Je suis comme comment on dit, un rat laboratoire. On ne sait pas quoi faire avec moi. On ne sait pas comment faire avec moi. On ne sait pas agir avec moi. En fait, la meilleure réaction qu'on pourrait avoir avec moi, pour moi, voilà, si vous êtes médecin, vous regardez cette vidéo, ou vous êtes médecin, la réaction que vous pouvez avoir, c'est juste posez-moi des questions. Juste poser des questions qui sont bien, sans poser sur la sexualité, sur mes opérations, sur les opérations qu'on peut avoir. Juste poser, c'est qu'est-ce que tu as besoin, ou juste m'écouter. En fait, c'est juste ce que j'ai besoin. Juste écouter ce que je dois dire. Juste comprendre. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et je pense aussi que euh, c'est ça que vraiment qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on écoute les envies hormonales qu'on peut avoir, les inquiétudes, les ressentiments qu'on peut avoir, les peurs aussi, les peurs. Parce que bien sûr, il y a des peurs et il y a ce côté où les médecins vont paniquer, les médecins vont avoir peur, les médecins vont des fois pas savoir comment faire.
Les médecins vont savoir ce que c'est non mérité, mais ils vont mal réagir. Les médecins vont réagir d'une manière, mais pas de toute la même manière. Ou, par exemple, ils sont tout bêtes. On réagit de cette manière. Et je pense que tout ce que a besoin une personne non binaire, moi, tout ce que j'avais besoin, en fait, ces moments-là, juste qu'on m'écoute. Juste qu'on soit gentil, qu'on m'écoute. Qu'on soit juste à m'écouter, que je ressentiment et comprendre ce que je ressens. Juste écouter. Juste ça. Poser des questions, écouter. Tout ce que veut, tout ce que je voulais, c'est être écouté et qu'on me pose des questions. Pas qu'on m'en juge, juste qu'on me pose des questions. Tout simple, tout bête. Et juste qu'on essaye de pas me cicatriser comme si j'étais un cas psychiatrique, mais comme une personne qui a d'autres gens dans sa vie, qui a d'autres passions, qui a d'autres vies, qui vit autre chose que ça. Qui, oui, qui prend des hormones, mais qui n'est pas que ça. Prendre des hormones, être hormoné. Je pense qu'au niveau hormonal, faut juste écouter la personne de ce qu'elle ressent. Savoir que des fois, le changement hormonal est confus, pas toujours parfait, que ça peut être que j'étais confus, j'étais pas forcément parfait et parfait, perfex, que t'es confus et que ça peut être compliqué. Je pense que être hormoné et être sous testostérone et prendre des hormones, je pense qu'il faut tout ce qu'il faut, c'est se dire voilà, je prends une dose beaucoup plus basse de la dose que je voudrais. Beaucoup plus basse, une dose beaucoup plus basse, une dose beaucoup plus faible, une dose beaucoup plus... Mélanger les deux doses, entre petite dose et grande dose, pour stabiliser les hormones, pour stabiliser l'humeur, pour stabiliser le comportement, pour stabiliser beaucoup de choses. Parce que j'en avais besoin. Parce que c'était vital. Parce que euh, c'est un ressenti. Parce que c'est comme un poids qui part dans ton corps. C'est comme un désir, c'est comme un poids qui part de ton corps. C'est un poids qui part dans ton corps. C'est un poids qui part dans ton corps. C'est comme un désir, un poids qui disparaît. C'est un poids qui disparaît, c'est un désir, une envie, c'est un ressenti, c'est un désir, un poids qui disparaît. C'est comme une souffrante qui disparaît petit à petit dans mon corps. Je pense que c'est ça le truc. Je pense que je me sens autant investie dans ma transition, c'est parce que simplement j'ai l'impression que comme si il y avait comme je pense que je milite autant et j'explique autant ma transition sur YouTube parce que je pense avoir besoin pour juste faire que les gens comprennent, ça change les choses. Comprendre que il faut voir le regard qu'on peut avoir. Faut voir que ce regard, juste le regard d'avoir, moi juste avoir un M dessus, ça compte plus que tout. Avoir un F dessus, ça compte plus que tout. Juste voir un papier qui est non jauré, c'est comme un poids qui disparaît. Et ce poids, il disparaît de mon corps. C'est comme si je souffrais plus. Vous voyez les gens qui souffrent. Tout leur corps, toute leur tête souffre de tout partout. C'est pareil. Mais à la place, ton corps ne souffre plus du tout. Tu sens plus de souffrance. Et je pense que t'en souffres tellement de tout ça.
Ton corps, c'est ça. Et, et je vais expliquer que tout simplement, sentir, ressentir ton corps et être quelqu'un et être quelqu'un que tu veux être au fond de toi et en fond du corps, c'est quelque chose d'important. Et moi, en tant que non-binaire, je dirais que ce qui est important, c'est de se ressentir vraiment et de ne pas donner de limites. Se dire que si tu veux faire une pause, tu as le droit de faire une pause. Si tu veux arrêter, tu peux arrêter. Si tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Parce que je pense que le plus important, c'est vraiment que tu t'écoutes toi, que tu as besoin. Parce qu'en tant que non-binaire, je pense que très souvent, moi, je reste très souvent, je pense que le truc, c'est qu'on se laisse pas assez vivre. Et je pense que vivre, c'est se dire que des moments, on sera forcément pas, forcément bien, on sera toujours en train de vivre comme ça. Et, et ce qui est compliqué, je pense, c'est que je pense que ce qui est positif, c'est que plus en plus tu t'approches de toi-même, plus en plus tu t'approches d'être toi. Peut-être ça fait peur des non-binaires. Peut-être ça fait peur de se dire que les maisons ne comprend pas toujours. Mais l'important, c'est que tu t'approches pas plus de toi-même. Tu t'approches pas plus de qui tu veux être à l'intérieur de toi. Moi, si je me suis approchée peut-être de ce que je voulais. J'ai fait une transition sociale et je me suis approchée petit de moi. C'est ce que je voulais être. Et, et je pense aussi que finalement, tu t'approches petit de toi, de ce que tu veux être réellement. Oui, ça fait peur. Oui, ce n'est pas, c'est effrayant de prendre des hormones. Oui, c'est effrayant de se dire que tu sais pas ce que tu auras. Mais du coup, dis-toi que ce qui est bien, euh, c'est que finalement, vu que tu es beaucoup plus lente, et beaucoup plus lent, c'est comme si tu vis une adolescence tout le temps. Et que t'as pas de temps. Tu revis ton adolescence tout le temps. Tu peux le vivre t'as 21 ans, 23 ans, 24 ans, tu revis ton adolescence, tout le temps. Et à un moment, ça s'arrêter. À un moment, ça va se réguler, tu auras fait adolescence. Voilà. Tu sais pas. Et je pense que, dis-toi que c'est une chance. Du coup, t'as du temps à dans ta voie. T'as du temps à évoluer. Donc que tout ce temps long est un bon temps pour toi. C'est quand j'ai qu'à faire, je me dis ça, je me dis tout le temps, comme ça, je me dirais que c'est no binary in memory, avec cette phrase-là, justement. Le livre, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Euh, la phrase de George Queerme, qui a fait justement un roman sous sa transition non binaire. Et il avait dit cette phrase que dis-toi que tout ce moment-là est un temps. Et pour moi, c'est vraiment une référence. Pour moi, c'est un ma figure non binaire. euh, Parce que, pourquoi c'est ma figure non binaire? Parce que sa transition est beaucoup de sagesse et d'amour. Et en plus, il a fait l'université, il a fait beaucoup de conférences et j'adore parce que il a fait un livre qui s'appelle No-Binary Memories for et the Drawing and Identity Michael Rajinu, Rajinu et Scott Unique. Voilà. Et j'adore ce livre parce que ce livre est un livre unique, bien. Pourquoi ce livre, je l'aime beaucoup? Parce que ce livre est refaire beaucoup de choses. Ce livre déclare vraiment la non-binarité. Je voudrais bien l'avoir, justement, ce livre. J'espère, je peux trouver un jour ce livre. Et ce livre-là est un livre extrêmement intéressant. Une transition non-binaire. Et j'adore parce que finalement, ce livre, ça parle d'une personne non-binaire qui a vécu 5 ans. Non, ça fait genre, il a commencé de 2015 à 2000,
2014, 2015, 2016, 2017. Et c'est hyper intéressant, 2018. Et c'est hyper intéressant parce que sa transition est beaucoup de sagesse. Et pourquoi j'adore? Parce il a fait un documentaire sur sa transition qui est très intéressante. Il a fait une documentaire sur sa transition, il a fait des articles sur ça, il a été fait sur Google et il a fait tout simplement un, un documentaire sur sa transition en faisant des vidéos sur YouTube. Et ça a été extrêmement intéressant. C'est intéressant parce que il a un point de vue de la transition qui a un recul énorme sur ça. Et même hormonal aussi. Il a été un peu surdosé, un peu trop et peu de dosage. Et il parle du fait du vécu du trop dosage et du fait de gérer cette transition. Et il explique avec des mots très simples et des mots hyper simples. Et je dirais que aussi un exemple pour moi c'est Troye Silva, qui est un chanteur, un artiste, qui a vraiment été le premier artiste qui m'a fait découvrir que je suis non-binaire. Et voilà, je le remercie pour ça, je le remercie vraiment pour ça. Vraiment, c'est un youtubeur, il est aussi youtubeur, il a testé sur YouTube, et, euh, et je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Parce que Troye Siva aussi a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la non-mérité dans beaucoup de choses. Il a beaucoup fait de tweets sur Twitter, beaucoup parlé de la non-mérité, de son ressenti, de ce qu'il ressent et du mutisme à une époque. Et c'était très intéressant de comment il ressentait les choses et qu'est-ce qu'il ressentait. Et c'est pour ça aussi que je dis que c'est vraiment une figure pour moi. Parce que c'est vraiment des personnes qui ont documenté la transition. Voilà. Pour moi, c'est vraiment des personnes qui ont documenté la transition. Voilà. Pour moi, c'est vraiment des personnes qui ont documenté la transition. Et j'adore la documentation. J'adore quand les gens documentent leur transition parce que je trouve ça hyper intéressant. Euh... ouh, je vais retrouver les youtubeurs. Voilà. Mouse Slow Nickel. Snow, il faut que je mette en anglais. C'est en anglais, mais j'ai mal prononcé en anglais. Un Mass Chronicles. Est un YouTuber aussi que j'adore parce qu'il a documenté sa transition et il est très 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 connu. Et j'adore sa documentation de transition parce que vraiment il a fait une documentation de sa transition qui est intéressante, pertinente. Surtout que il y a beaucoup 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 aussi d'humour sur ça et j'adore l'humour, un humour un peu politique, un humour un peu humoristique, un humour un peu basé sur le vécu, un humour qui est très décalé sur la transition, un humour qui est intéressant, un humour qui est une documentation qui est intéressante et pertinente pour les hommes trans. Et je trouve ça très intéressant, pertinent et euh, vraiment, ça vaut le détour. Ça vaut le détour, c'est vraiment une chaîne qui vaut le détour parce que je trouve que sa manière de documenter sa transition est intéressante. C'était intéressant de passer des transitions, comment ça a été abordé, comment les transitions du début, comment était la été abordées. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment une documentation vraiment complète d'une transition. C'est vraiment le vécu de quelqu'un et j'adore parce que finalement c'est une documentation intéressante et je trouve que c'est très intéressant le vécu de la transition. Après, je trouve que par exemple, Troy, c'est un vécu d'une non-binaire, d'une non-binarité, sans opération, sans prendre des hormones. Je trouve ça intéressant parce que c'est un vécu de transition qui est non hormoné, qui n'est pas hormoné. Et je trouve ça intéressant de voir les démarches psychologiques et mentales qui étaient abordées dans ce sujet-là, comment aussi la transition aussi de Mars a été intéressante parce que il a comme de commencer sa transition en tant qu'homme transgenre. Au début, il était non-binaire, il est devenu transgenre. Et comment, en fait, il a fait tous ses parcours. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment complet. Je trouve que c'est différent. C'est différent. C'est différent. Il y a l'humour avec. Donc, tu as ce côté de humoristique, donc, qui a un peu enlève ce côté culpabilisant des choses. Et ce côté très culpabilisant. Et j'aime beaucoup parce que c'est un documentaire. Vraiment, ça parle pas que cette transition. Ça parle d'autre chose que ça.
ça va être des passions, ça va être autre chose. Et vraiment, j'ai suivi ces youtubeurs du début à la fin. J'ai tellement de youtubeurs que je pourrais aborder, tellement de youtubeurs que je pourrais, je suis sûre que vous connaissez plein de youtubeurs, mais vraiment, de youtubeurs vraiment que j'aime bien, vraiment que je trouve ça intéressant, pertinent, vraiment qui ont un point de vue plus, pas vraiment général, mais analyste. J'aurais aussi Michael, qui est un youtubeur, je sais plus la chaîne. J'ai déjà fait une vidéo sur est-ce que Europa est transphobe, qui est fait sur sa chaîne à lui. Que aussi, je trouve que son point de vue sur la transidentité est intéressante, pertinente. Il y a plus qu'un point de vue, c'est plus ce côté un point de vue intéressant, c'est plus documentaire, documenter sa transition, je trouve ça plus documenter sa transition. Et il faut trouver que la documentation de sa transition est très intéressante, parce que vraiment une documentation de la transition, ce qui est hyper intéressant aussi, parce que je trouve que la documentation de la transition aussi, et une youtubeuse aussi que j'adore, qui parle de sujets beaucoup plus poussés. Je dirais que c'est vraiment des youtubeurs qui parlent de documentation avec un sujet poussé. En fait, pour moi, c'est vraiment des personnes qui ont des sujets poussés. C'est euh, Lulu Lulu Bala, qui est un sujet très, je trouve ça hyper intéressant comment euh, Yael aborde, il a, Yael aborde, elle aborde le sujet de la transidentité fini et la transidentité en général et tout ça. En fait, j'aime bien comment elle aborde le sujet. Moi, je trouve que c'est vraiment des youtubeurs et des livraires simplement qui parlent d'une manière poussée, analyste, qui se posent des questions sur les thématiques, les questions, plus pas sur leur vécu à eux, mais vraiment le vécu de général, sur un ressenti, sur leurs choses. Par exemple, Océan, qui est très intéressant aussi, qui parle plus de son vécu intérieur, de ressenti intérieur, de ressenti à l'extérieur de la personne. Et je conseille vraiment de tout simplement les parents, les enfants, les médecins, à Océan. C'est vraiment un très bon de documentaire. Vraiment, c'est hyper intéressant. C'est pas son Océan. Océan, c'est hyper intéressant aussi. Sa transition, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment basé tout social, familial, et c'est abordé vraiment bien. Et je trouve ça hyper intéressant du point de vue Océan, de sa transition. Et je trouve que c'est très poussé. Ça parle pas justement du vécu de transition, juste de lobby, de la transition générale, ça parle de tout ça, d'autre chose. C'est pas ce côté, la transition imaginée, fantasmée, voilà, la transition c'est belle, c'est plutôt une version plutôt du réaliste, marquant, un tout petit peu dur, réaliste, marquant, euh, qu'à ce côté où c'est assez dur et marquant. Après, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas beaucoup de gens. Moi, je trouve que c'est intéressant de parler de youtubeurs qui parlent de documentation de la transition. Je pense que aborder les sujets comme la transition de manière dure, tout en peu des thématiques qui sont intéressantes et pertinentes sur les sujets sociétals et intéressants, je trouve intéressant. Et je trouve que c'est très intéressant de parler des points de vue sociétal, du point de vue de la vie, du point de vue social. Et du point de vue social, je dirais que la mobilité a ce côté entre deux. Et justement, dans Non-Binary For the Joy Identity, il vient bien ce côté-là. Et moi, je trouve ça un peu intéressant comment il aborde, parce que finalement, il aborde bien le ressenti d'une personne non-binaire, le ressenti de l'inconfort du côté où les médecins comprennent, mais ils ne comprennent pas trop à la fois. Et je dirais que je ressens bien ça aussi je dirais que, par exemple, euh, je pourrais identifier ce côté-là dans Kiss of the Dark. Je sais que c'est complètement autre, mais Kiss of the Dark, j'ai l'impression que des thématiques de Kiss of the Dark, je comprends plus. Je dirais qu'on ressent bien dans Kiss of the Dark le ressentiment que j'avais et ce que j'ai actuellement comme ressentiment. Le côté où Tomboy, où sa mère, Laure, la mère, elle le voit comme une fille. Et en fait, je comprends le point de vue de Tomboy. Et en fait, j'ai l'impression de Tomboy, c'est un peu le vécu que j'ai.
Il n'y a pas beaucoup de trucs queer, j'ai l'impression que c'est vraiment aussi non-binaire au niveau général. Mais je trouve que Tomboy et Kiss of the Dark aborde bien ce sujet-là. Ça aborde pas, ça peut pas nommer de base, mais votre cité, ou pas vraiment votre cité, mais j'aime bien comment ça a été abordé. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je m'identifie pour. Et Non-Binary with Memories, c'est un truc où je trouve que ça aborde bien le côté sociétal. Et en fait, ce que j'aime bien de son point de vue, aussi du point de vue de ce youtubeur trans qui documente, c'est son point de vue ou de la société, en général, de comment la société est et comment la société peut réagir et comment ça peut être de manière humoristique ou comment il peut gagner ces anecdotes qu'il peut avoir. Et ça, en fait, j'aime bien parce que finalement, ça aborde son ressenti à lui et du côté ressenti. Et je trouve que j'aime bien parce que finalement, c'est ce côté où c'est carrément un journal intime où on déclare ce qu'on ressent. Et je trouve ça, ce côté un peu où c'est pas tout préparé, tout fait, tout préparé. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de notes de prescription, il y a pas il y a pas de notes créées. Il y a juste le ressenti d'une personne, de ressenti qui ressent réellement. Ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça aborde le côté de la non-mérité. Je pourrais faire tout un documentaire sur ça. Je pourrais prendre chaque petite page de la transition. Je pourrais prendre chaque petite page de Non-Binary with Memories, chaque petite chose et faire une vidéo sur ça. Parce qu'il y a tellement de choses à dire dedans, dans une vidéo. Parce que j'ai l'impression que le point de vue qu'il aborde sur la non-binarité, c'est un point de vue intéressant. Un point de vue déculpabilisant du genre. Ce côté-là où il a été très souvent obligé de se débrouiller seul pour faire sa transition. Il est obligé de se débrouiller seul pour ce côté-là où les non-binaires sont livrés à eux-mêmes, sont livrés à ce qu'ils font, sont livrés à les traitements qu'ils prennent, sont livrés à leur propre sort et en même temps ont un bon suivi. Ce décalage entre bon suivi, mais tu te débrouilles. Et ça, c'est quelque chose où on voit le côté du point de vue, disant voilà, j'ai ce point de vue, j'ai ce point de vue là, et en même temps j'ai ce point de vue là. Et c'est ça en fait que j'adore, c'est ce côté-là où tu es non-binaire médicalement, mais en même temps, t'es livré à toi-même. C'est ce côté-là des deux. En même temps, t'es non-binaire, t'es livré, mais en même temps, t'es livré à toi-même. Finalement, t'es beaucoup livré à toi-même de te gérer toi-même. Tu te gères toi-même, tu te comportes toi-même. Tu vas te, tu vas te gérer toi-même, tu vas gérer ce que toi, tu dois faire. T'as pas ce côté d'aide ou psychologique. Ce côté-là aussi où on aborde le côté de la société. La société voit entre les deux. Et ce côté où, par ces mots-là, il décrit ce côté où on doit être entre les deux. Ce côté où c'était upset, où tu dois expliquer, tu dois comprendre que c'est vraiment upseté, et en même temps que c'était peut pas forcément tolérer ça et que c'est complètement compliqué. Le fait d'hormonal, le fait que les hormones, tu peux être surdosé, et le fait que ces surdosage, ça peut être, le fait aussi des arrêts, parce que finalement, il y a un questionnement sur le fait de qu'est-ce que tu ressens, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi, ce côté où je reprends les hormones parce que j'ai envie de prendre les hormones parce que j'ai besoin. Et je pense que la phrase qu'il a dit, c'est est-ce que tu prends les hormones, est-ce que tes hormones, c'est culpabilisant? Oui, c'est culpabilisant de prendre les hormones. On te culpabilise en disant, ouais, t'as pris les hormones, t'as arrêté, t'arrêtes. Et ce côté où il dit, si t'as les hormones, c'est pas grave. Tu l'as arrêté, c'est pas grave. T'as fait une pause, ce n'est pas grave. Si tu continues d'avoir les hormones, c'est pas grave. Et ce que je trouve ça hyper intéressant, c'est parce que finalement, ce côté-là où il dit, où chacun dans la tradition a droit de faire ce qu'il veut en tant que non-binaire. Ce qu'il faut, c'est juste apprendre et s'écouter. Et dans son livre, il explique qu'il faut beaucoup écouter son corps, qu'il faut laisser le temps au corps parce que le corps a laissé le temps. Et je ne sais pas si je pourrais avoir ce livre, mais j'espère que oui. J'espère que si jamais tu m'entends, je voudrais tellement te rencontrer parce que pour moi, j'adore ce que tu fais.
J'adore ce que vous faisiez, tout simplement. Voilà, je suis une grande fan, hein. Je suis une grande fan, déjà. Je suis un peu maniaque, j'adore. Si jamais tu m'entends. Euh, si jamais on peut faire une collaboration, c'est une collaboration, ça serait bien. Parce que j'adore et je voudrais tellement discuter sur plein de thématiques avec toi parce que je trouve ça hyper intéressant. Si jamais tu m'écoutes, si jamais tu es par là, si jamais. Je pense pas que tu vas voir parce que c'est sûrement francophone, parce que je pense pas qu'on a la même langue, vu que tu parles anglais, moi je parle français. Mais euh, pour moi, aussi, le point de vue aussi de Troy sur le fait de la non-binarité est intéressante. Et il y a tellement de sujets sur comment Troy aborde le sujet de la non-binarité et la LBGT+, qui est intéressant. Je trouve que même s'il est chanteur, son point de vue du monde LBGT et de son genre est très pertinent. Et, et je trouve que le point de vue de Troy Troye Sivan sur le sujet de la non-binarité et sur le fait du fait que de la peur et de tout ce qu'il a vécu comme agression orale et physique, pas physique mais orale et de harcèlement qu'il a vécu, est intéressante. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que tu vois que ça fait très longtemps, mais comment il a abordé était intéressant. Moi, je trouve que c'était intéressant de l'acteur, du chanteur qui joue Troy, tout ça est intéressant. Et je trouve que le point de vue est intéressant. Et après, moi, je trouve aussi que le point de vue de Menendez, qui est un chanteur très très connu, est intéressant aussi. Parce que je trouve que Menendez aussi a un point de vue sur la non-binarité et sur le genre qui est intéressant aussi. Menendez a un point de vue sur le genre qui est assez il a fait justement un disque non genré qui est fait un peu pour les deux genres. Et je trouve que la manière de comment il le dit et comment il met dans les articles qu'il a mis sur ce disque-là est intéressant. Et comment il aborde le genre et comment lui il aborde le genre. Je trouve que Menendez aborde beaucoup de genres. C'est pour ça aussi que Menendez est très intéressant au niveau du point de vue du genre. Parce que je trouve que Menendez est intéressant. Parce que je trouve que comment Menendez aborde et Will Smith aussi est intéressant. Will Smith, le fils de Will Smith, ou je sais plus le nom du fils de Will Smith, est intéressant. Parce que lui aussi, très intéressant sa manière de comment il dit. C'est intéressant parce que il aborde le genre de sa manière à lui. Et j'adore parce qu'il aborde du genre un peu innovant. Pour moi, ça innove le genre non-binaire et ça innove le genre neutre parce qu'il a une manière d'aborder les genres neutres qui est assez pertinente. C'est poussé. C'est des questions que moi-même ne me suis pas posées. Et en fait, je sais pas, peut-être c'est moi, mais euh, je trouve ça intéressant. Le point de vue d'artistes qui ont un avis tranché, un avis permissif ou un avis intéressant. Et je trouve que, par exemple, comme a dit Shindes, pourquoi on ne mariserait pas le genre neutre? Pourquoi on doit forcément décliner un genre? Pourquoi c'est comme si on n'aime pas légumes, c'est pareil, pourquoi ça va pas normaliser? Et ça, c'est quelque chose que le mot tout simple. Et ça, je trouve ça hyper simple parce que Shindes a ces mots très simples qui fait tout simplement des questions. Et c'est pour ça aussi que les gens qui, c'est pour ça que je trouve que Shindes comme une figure du genre et une figure de choses. Et même aussi, je trouve ça intéressant aussi du figure de Fabien, qui est un maquilleur, qui est un maquilleur. Du point de vue de lui, de son genre, est intéressant. Parce qu'il, même s'il n'est pas concerné par le genre neutre, il exprime ce côté du genre neutre qui est intéressant. Comme Bilal Hassami, qui a un point de vue sur le genre qui est pertinent, intéressant, ou Théo, qui a un point de vue du genre qui est très intéressant, pertinent, et je trouve pertinent. Ces personnages sont très pertinents au niveau du sujet. C'est pertinent. Bilal Hassami est très intéressant au niveau du point de vue, au niveau du point de vue genre, au niveau des questions, au niveau des questionnements. Après, ce n'est pas un point de vue comme aux États-Unis ou en Angleterre où c'est beaucoup plus poussé. C'est un sujet beaucoup plus poussé. C'est plus un point de vue normalisé où clairement tu vois très bien que ce côté où c'est pas des figures genre neutres pour rien, ce n'est pas des figures trans pour rien, des figures trans pour rien, ce ne sont pas été connues pour rien, parce que tu vois vraiment que leur manière d'aborder le genre est tellement simple
est tellement réel et tellement vrai, c'est pas surfait, c'est pas tac tac tac, naturel, que finalement tu vois que Bilal est quelqu'un qui est très joué. Moi, je suis quelqu'un qui suit énormément Bilal Hassani, parce que pour moi, c'est vraiment une figure d'un homme mérité, en général. C'est vraiment une figure d'un homme mérité du genre neutre. Parce que il a ce point de vue du genre qui est universel. Universel pour le genre. C'est, Bilal Hassani, c'est quelqu'un d'universel. Tu peux être genre, transgenre, non-binaire, c'est quelqu'un d'universel. Tu vas forcément aller. Mais dans le genre neutre, au niveau du spectre du genre neutre, au niveau de la genre neutre, Bilal Hassani est quand même quelqu'un où les discours qu'il utilise, les mots qu'il utilise sont intéressants. Voilà. Et après, Fabien, on peut dire que simplement, Fabien, on peut dire, oui, c'est maladroit, oui, c'est pas bien, mais il a